À l'heure où des magasins Shein ouvrent en France, je pense qu'il est grand temps de parler de notre rapport aux vêtements et des alternatives à l'achat. C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Ça fait très longtemps, en fait depuis que j'ai fait le premier épisode sur pourquoi la seconde main c'est pas si bien que ça, j'ai trop envie de tourner celui-ci, mais j'ai eu d'autres projets en même temps et là vraiment là, je tourne, on est le jeudi, le dimanche j'avais trop hâte, je me dis ouais demain je tourne et tout, et là malade comme jamais, et je viens à peine de me remettre, je pense que c'est pour ça que j'ai encore une tête un petit peu de fatiguée, mais à peine remise sur pied, j'enregistre, parce que je trouve ce sujet trop intéressant, parce que on peut faire dès aujourd'hui énormément de choses, et pourtant c'est un sujet qui est, je trouve, très figé. Et il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent entre les tendances qui n'en finissent plus, être devant son armoire et rien avoir à se mettre, que ce soit pas très bien vu sous certaines circonstances d'avoir tel ou tel vêtement. D'ailleurs, là pour le podcast, je me suis dit, mais comment m'habiller pour un podcast qui parle de vêtements? Et du coup, je me suis juste pas habillée. Enfin, je me suis. Non, je me suis. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, ça peut être bizarre, mais je me suis habillée, mais je me suis mis. Enfin, je vais à la gym après. Du coup, je suis en tenue de sport. Je me suis dit, bon, comme ça, finalement, le naturel, le vêtement et sa praticité. On va voir après que le vêtement répond à certains besoins. Mais du coup, avec tous ces petits effets là de s'adapter aux circonstances, etc., c'est pas si facile que ça, de par simplement le fait de s'habiller, limiter notre empreinte environnementale et sociale. Et en plus, on verra aussi que ça a une certaine charge sur nous et que d'autres solutions pourraient nous permettre d'améliorer un petit peu notre bien-être. Dans cet épisode, je vais vraiment remettre en perspective notre rapport aux vêtements, du moins je vais essayer, et qui est bien moins détaché que ce qu'on pense, parce qu'on peut se dire, ah, c'est juste des bouts de tissu, mais que nenni, et qui est extrêmement bloquant du coup pour tout changement. Et ensuite, je veux aborder les alternatives à l'achat. Et je dis bien l'achat parce que du coup, dans mon premier épisode, je parle de seconde main, et pour moi, ça c'est bien, mais écoutez, pour savoir ce que j'en pense. Mais il y a d'autres choses que juste acheter ses vêtements pour s'habiller. Et qui sont beaucoup plus vertueuses, et des solutions qui sont plus vertueuses. Genre, rien n'est parfait, mais beaucoup mieux déjà que acheter neuf ou de seconde main, même si c'est acheter des marques éthiques, etc. Petite remise en contexte, on achète, un Français achète en moyenne 3,5 habits par mois. Et 70% des vêtements que nous possédons, dans nos armoires ou dans des malles, je sais pas pourquoi des malles, mais on les porte pas. Genre 70%, pardon, c'est un peu... Et même si on est en dessous de ces moyennes, on le sait en vrai qu'il y a des vêtements qu'on possède qu'on ne met pas et qu'on tourne avec plusieurs choses et tout ça aussi, j'en parlerai un petit peu. Et dans cet épisode, on va pas tomber dans le cliché de oui, le problème c'est les personnes qui sont en gros shopping et tout, qui ont 36 000 vêtements, etc. Parce que je pense que vraiment, on peut tous s'identifier à des... Enfin, on a tous un trop plein de vêtements, à part si on est minimaliste extrême, qu'on a fait attention à ça dans les manières de consommer, même si c'est juste des cadeaux, etc., et qu'on n'achète rien, dans nos manières de consommer, ça a jamais été quelque chose qui a été freiné, et on va voir plus tard le dressing idéal, il y a une étude qui a été menée là-dessus, mais et qui est pas trop contraignante, je trouve. Mais voilà, je pense que ça va bien au-delà de ça, et c'est pas juste un problème de personnes qui font trop de shopping, même si ça aide pas, mais c'est un problème de toute une construction sociale qui rend difficile le fait de posséder peu de vêtements et d'acheter peu. En vrai, c'est terrible à dire, mais c'est pas si facile que ça, quoi. Alors, première petite partie, commençons par faire un peu un état des lieux des besoins auxquels les vêtements répondent. Parce que j'avais aussi pas trop envie de tomber dans la facilité de dire oui, mais de toute façon, quand on achète des vêtements de nos jours, ça répond à un désir plus qu'à un besoin, machin. Parce qu'en vrai, ça donne cette impression, oui, non, mais c'est juste que
que c'est sur un coup de tête, il a envie de ce jean, machin. Mais en fait, ça répond à un autre besoin que la base de juste se protéger du froid, mais qui est poussé à l'extrême. Donc, j'ai pris tout bonnement la pyramide de Maslow, une valeur sûre. Donc on commence au bas de la pyramide avec les besoins physiologiques qui sont la nourriture, l'eau, le sommeil, etc. Tout bonnement, si on ne se protège pas du froid ou du chaud, on peut mourir. D'où l'utilité des vêtements depuis la nuit des temps. Homo sapiens, quand il est parti d'Afrique pour aller dans les zones plus froides, il a mis des trucs pour se protéger. Il a mis des peaux de bêtes. Je sais pas si c'était... Ou alors peut-être qu'ils ont fait des trucs avec des feuilles aussi, comme Adam et Ève. Et aujourd'hui, c'est encore bien vrai, quoi. Dans l'été, on s'habille moins que l'hiver, et puis même dans les zones extrêmes, c'est juste nécessaire. Hein. Les gens, on va pas monter l'Everest tout nu. Mais je trouve qu'il y a aussi un peu ce... Alors du coup, c'est pas à répondre aux besoins physiologiques, mais quand même, parfois, on peut... Enfin moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas, de il y a une soirée ou quoi, j'ai envie d'être sur mon 31, je vais mettre une tenue qui est plus belle que ce qu'elle me tient au chaud. Je vais pas risquer de mourir de froid parce que je vais pas rester très longtemps dehors. Mais en vrai, s'il m'était arrivé des choses à ce moment-là, par exemple si c'était en hiver ou quoi, puis au final, Dieu sait pourquoi, je dois passer la nuit dehors, ça se trouve j'aurais pu mourir, quoi. Non, peut-être pas, mais en vrai, c'est quelque chose qui, du coup, un besoin physiologique qui est pas forcément rempli à la perfection, parce qu'il y a d'autres besoins, et alors c'est soit un besoin, après on ira plus tard, soit c'est un besoin de reproduction, parce que, en vrai, pourquoi on veut plaire à l'autre? Dans l'absolu, dans notre cerveau, c'est comme les pans, quoi, qui font la roue, c'est pour séduire et pour après se reproduire. C'est dans nos instincts. Et alors ça fait un peu cru dit comme ça, mais je pense que les habits pour se mettre en valeur, c'est implicitement pour aussi répondre à ce besoin-là. Ensuite, nous avons le besoin de sécurité. Donc là, c'est sécurité du corps, de sa santé, etc. Donc ça rentre un peu le chaud-froid, mais aussi... Alors avant, il y avait pas mal les armures pour la guerre, et là, de nos jours, ça va être aussi les vêtements ignifugés pour les pompiers, ou les chaussures de sécurité, toutes un peu les tenues de combat actuelles, toutes les protections physiques, voilà. Alors, si on met à part le besoin de reproduction, jusque-là, c'est pas des besoins qui incitent à avoir 46 000 vêtements et qui mettent à mal qui conduisent à la surexploitation des ressources planétaires. Et même si on intègre le besoin de reproduction, on peut y répondre sans non plus que ça entraîne la surexploitation, selon moi. Enfin, sans qu'on ait besoin de 36 000 vêtements non plus. Mais par contre, le besoin d'appartenance, puis après le besoin d'estime, pour moi, là, c'est les deux besoins auxquels on répond partiellement par la manière dont on s'habille, qui causent problème et qui participent à la folie qu'est l'industrie textile de nos jours. Donc pour rappel, le besoin d'appartenance, c'est avoir des amis, une famille, une intimité sexuelle. Et le besoin d'estime, c'est l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres et le respect par les autres. Alors déjà, le besoin d'appartenance, on aborde souvent les mêmes codes que nos familles et nos amis. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus l'appartenance à une posture morale plutôt qu'à une classe sociale. Enfin, par exemple, on va plus avoir un peu des styles par groupe. Par exemple, les personnes qui font du skate, on va se représenter plutôt les mêmes styles, du coup, un peu pour l'appartenance à des pairs. Et avec les réseaux sociaux, il y a aussi les groupes sont plus grands, quoi. Il y a encore plus cette volonté, je trouve, d'avoir un code vestimentaire qui raconte quelque chose sur nous pour bien montrer que nos pensées sont XY. Mais du coup, ça part parfois à l'extrême parce que au fur et à mesure du temps, il y a toujours quelque chose d'encore plus représentatif qui va sortir et qu'on va vouloir avoir, même si tout ça c'est implicite. Et ensuite, le besoin d'estime. Donc là, c'est aussi beaucoup les classes sociales.
Par exemple, à l'époque des Grecs et des Romains, les motifs et les symboles avaient une signification culturelle et indiquaient le statut social. Au Moyen-Âge, la noblesse était dans l'abondance et le peuple dans ce qui était purement pratique. Et il y avait aussi des lois somptuaires qui régulaient ce que les personnes avaient le droit de porter selon leur statut social. À la Renaissance, il y avait par exemple des codes pour reconnaître les privilégiés ou alors pour les hommes qui soient synonymes de puissance. Et puis il y a aussi eu d'autres codes au fil et à mesure des époques pour montrer vraiment l'appartenance de classe. Et après, c'est dans les années 20 qu'il y a eu un style par rapport à des idées, des femmes qui revendiquaient plus de liberté et plus d'indépendance, avaient un style moins conservateur. Et à partir des années 50, la mode est devenue accessible pour tous. Et du coup, l'apparence, c'était plus un signe fiable de richesse. Et c'est donc à partir de là, donc quelques années plus tard, qu'il y a eu un tournant dans le luxe qui passait d'ateliers pour ceux qui pouvaient se l'offrir, mais du coup après c'était de plus en plus de monde, à une véritable marque, à un véritable univers pour non plus vendre le produit, mais le statut social. C'était voilà un peu pour arriver à quand même distinguer par l'apparence ceux qui pouvaient s'offrir de telles choses, même si bien sûr il y a aussi de la qualité derrière, mais je veux dire ça vaut pas quoi. Et ce qui permet aussi de maintenir le luxe comme ça, c'est de permettre au commun des mortels d'acheter quelques produits dérivés et de pas voir que ça, mais d'avoir quelques pièces limite dans son dressing pour avoir un morceau du rêve et pas être contre ça, mais plutôt encore plus le désirer. Le luxe qui avant était accessible qu'à une partie est devenu accessible par tous parce que les marques de fast fashion copient les idées qui sont présentées, mais tout le monde va avoir l'impression d'y accéder. Bon, c'est grossier, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, avant, quand on était dans une société où il y avait des vêtements comme ça, mais bon, on changeait pas tous les 4 matins parce qu'on n'avait pas trop besoin de se différencier. Et ben là, il y a comme des nouvelles règles qui sont mises en place. Et par exemple, ça va être aussi le fait d'avoir plus de nouveautés qui montrent que on peut se le permettre, de changer souvent, etc. Et en fait, le fait de réussir à posséder ce type de vêtements donne vraiment une satisfaction et une impression de réussite et de respect par les autres. Ça peut sembler futile, mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis longtemps. Et c'est triste parce que ça justifie très facilement l'achat. Enfin, je veux dire, c'est des notions de confiance, de réussite, d'appartenance. L'homme a peur aussi d'être seul ou délaissé, et enfin, on préférerait tous être admirés plutôt qu'ignorés, quoi. L'indifférence tue. Et du coup, c'est vraiment par l'habit, on va réussir à répondre à ces besoins-là, sauf que on y répond de manière superficielle et qui, selon moi, incite à vouloir toujours plus, parce qu'au bout d'un moment, on a rapidement besoin de remplir de nouveau son besoin d'estime ou d'appartenance en achetant encore. Il n'y a pas que l'histoire aussi de vouloir appartenir à une classe plus riche ou quoi. Il y a des personnes qui veulent juste appartenir à un certain groupe, sans vraiment le formaliser dans sa tête, mais qui tendent vers ça. Et dans ce groupe aussi, chacun veut affirmer son propre style, son truc. Et du coup, pour trouver ce style, on justifie aussi le besoin d'acheter pour essayer, pour changer, pour voilà. Et en fait, ça, pour moi, c'est juste le marketing qui fait bien son travail et qui réussit à nous cibler et nous donner envie de quelque chose qui serait plus nous, entre guillemets. Voilà, et enfin, le dernier besoin, le besoin d'accomplissement. Donc là, c'est plutôt lié à la créativité, la spontanéité, la moralité. Moi, je suis créative et spontanée, parce que je suis pas accomplie dans ma vie. La résolution de problèmes, l'absence de préjugés et l'acceptation des faits. Et du coup, là, je trouve que pour les vêtements, c'est vraiment
un peu lié à la recherche de son propre style, mais plus dans le sens à créer soi-même des choses pour soi. Donc bon, pas tout le monde est capable de s'accomplir dans le vêtement, parce que bah, c'est un métier, quoi. Mais il y a un entre-deux qu'on verra un peu plus tard, pour avoir des pièces plus uniques et plus sur mesure, sans abîmer la planète. Oh là là, quelle promesse! Et en fait, de nos jours, on répond très bien à l'accomplissement, même trop, et à l'estime par le vêtement, mais pas du tout à l'accomplissement parce que on l'exploite mal. En fait, on recherche pas vraiment la beauté, on recherche plus à paraître. Et par exemple, être en accord avec son porte et pas trop posséder, ça rentre totalement dans la moralité, parce que moralement, bah, en n'ayant pas trop de choses, on va être plus aligné et on va moins être affecté par le regard des autres, car c'est notre propre expression personnelle. Ce qui m'entraîne à la deuxième petite partie de ce podcast, le regard des autres. Parce qu'en effet, comme je l'ai dit, pour moi, c'est les besoins d'appartenance et d'estime qui sont les plus problématiques et qui entraînent la surconsommation, et qui sont tous les deux fortement liés au regard que l'autre porte sur nous. L'un pour appartenir à un groupe, l'autre pour être estimé et avoir confiance en soi, etc. Et en fait, on est allé trop loin, je trouve, dans l'importance du vêtement pour montrer qui on est aux yeux de la société. C'est... En fait, on a l'impression que voilà, on est ce qu'on porte. Et en fait, si on se rend compte de tout ça, si on va un peu en parler, et si on essaye de le transvaser sur notre vie et d'en prendre conscience, je suis sûre que ça peut débloquer des choses pour un peu passer à l'action par rapport à ce sujet-là. Déjà, se dire que si on était seul au monde, on ne renouvellerait pas autant notre garde-robe, parce que déjà, bah, c'est hyper dur de fabriquer un vêtement, on a totalement perdu la valeur de ce que c'est un vêtement et à quel point ça met du temps, ça prend du temps à faire. Mais surtout, par rapport au regard des autres, déjà, nos habits seraient tellement plus tournés vers la praticité. Ou quoique, non, pas forcément, parce qu'en vrai, les vêtements, ça peut être de l'art, quoi, créer des pièces, etc. Mais du coup, je pense que ce serait des pièces beaucoup plus originales et comme, enfin voilà, peut-être des nouveaux mouvements d'art, de vêtements. Bon, quoique je dis beaucoup plus original, mais je pense que énormément de choses originales ont déjà été faites, mais qu'on pourrait porter au quotidien, quoi. Parce que là, le quotidien des vêtements pour rentrer dans les clous et pas des plus frivoles, quoi. D'ailleurs, je vais en parler ça après. Non, mais je vais faire une partie sur la frugalité et vous allez voir que, selon moi, oh, je spoil, une garde-robe frugale n'est pas forcément une garde-robe type minimaliste. Qu'on soit un homme ou une femme, mais du coup, un peu plus les femmes, on est prisonnier du regard des autres concernant nos vêtements. En fait, c'est pour moi le frein principal, car comme on est dans une société de l'apparence, si on n'avait pas les vêtements et le maquillage, et ben il faudrait compenser par l'attitude, et on n'a pas forcément tous l'énergie à mettre dans l'attitude pour compenser le fait qu'on n'a pas forcément les codes vestimentaires pour être pris au sérieux ou quoi. Et ça, je trouve que c'est un problème parce que l'apparence influe les opportunités dans le monde du travail ou autre. Parce que déjà, ça agit en général sur notre propre confiance en nous, parce que si on est comme le groupe, on se sentira plus légitime et on n'aura pas cet effort supplémentaire à faire, on se sentira plus à l'aise. Alors que si on est vraiment différent, faut avoir la personnalité qui suit pour assumer, quoi. Et ça joue aussi sur la première impression que les personnes ont de nous, parce que la première impression c'est avant qu'on ouvre la bouche, alors certes la posture ça aide, mais les vêtements aussi. Et même après je pense dans la durée, car on n'a pas, surtout, là je pense surtout au monde du travail, mais on n'a pas forcément le temps de parler en profondeur avec tout le monde et de voir qui les personnes sont. Et forcément, les habits vont laisser une marque en nous et donner une impression alors souvent, ce sera une personne plus organisée ou plus sérieuse, voilà.
Mais bon, ça c'est aussi toute une histoire de beauty privilege ou de choses comme ça, et malheureusement c'est peut-être un sujet plus large qui est juste comment arrêter de juger sur l'apparence dans une société d'apparence. Mais du coup, quelques pistes pour se dire comment y remédier, comment être moins affecté par le regard des autres. Parce que si on réfléchit, c'est vraiment pas facile de se moquer du regard des autres, parce que je pense que si vous pensez aux circonstances de votre vie, il y a toujours une bonne raison pour s'habiller de telle ou telle manière, et où on sait qu'on va pas être jugé, en plus juger c'est pas forcément négatif, mais il y aura quand même inconsciemment, même nous en fait, on va avoir un avis sur les vêtements. Et c'est toujours par rapport à une injonction sociale, parce que quoi qu'on fasse, en fait, il y a implicitement une manière de s'habiller, quoi. À part si on reste chez soi, sous son plaid, comme moi là. Oh, finalement. Est-ce que ce serait pas le métier de rêve, podcasteuse, sous le plaid, sans avoir d'injonction sociale pour m'habiller? Bon, après, vous me voyez sur la vidéo, mais bon. J'ai décidé de me détacher du regard des autres. Donc, les petites astuces. Déjà, ça, comme toujours, moins aller sur les réseaux sociaux. Parce que en vrai, c'est tout bête, mais plus on y va, plus on s'expose. Et c'est pas les personnes qu'on voit dans la rue qui vont le plus nous marquer par leurs différences, par toutes les nouveautés, toutes les choses folles qu'elles ont. Oh là là, mais c'est disponible qu'aux US, que faire? Donc, que faire? Une importation qui coûte cher et qui pollue? Non. Limitons les réseaux. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le prochain épisode que je sortirai, ça sera certainement sur l'usage du téléphone. Donc peut-être que je donnerai plus d'astuces sur comment limiter les réseaux. Ensuite, c'est réhabiliter la répétition de vêtements. Et ça, c'est vrai que je me rappelle quand j'étais au collège, je faisais des tenues 2 jours par 2 jours. Enfin, je faisais, je crois. Ouais, je faisais lundi, mardi, je remettais le même jean et t-shirt. Et après, pareil, mercredi, jeudi. Après, je faisais certainement vendredi, samedi. C'était comme ça. Et genre, personne n'avait rien dit. Et puis, personne n'a jamais remarqué, je pense. Et pour moi, c'était pas. Enfin, c'était pas. À l'époque, je sais pas, c'était pas mal vu de remettre 2 fois les mêmes tenues d'affilée. Ou alors j'étais dans... C'était pour ça que je me faisais harceler en fait. Non mais j'étais peut-être dans le déni. Mais en tout cas, ça s'est perdu au fil des années. Je sais pas quand exactement, mais par exemple l'année dernière quand j'étais en entreprise, parfois j'avais 5 jours sur 5, c'était impensable pour moi de remettre exactement la même tenue le lundi et le mardi. Alors que personne ne m'aurait rien dit, mais je sais pas, c'était... bon, après, je change le sous-vêtement, ne vous inquiétez pas. Mais c'était... J'ai totalement perdu ça, et je pense que ça serait... Et alors, je sais pas pourquoi je suis maintenant plus qu'au collège, alors que le collège, c'est la pire époque, inquiétée du regard des autres. Mais je sais pas si je suis la seule à avoir ce truc de je peux pas remettre la même tenue genre 2 jours d'affilée, même 2 fois la même tenue dans la semaine, et pourtant j'aurais beaucoup moins de réflexion à faire, et je pense que c'est une première étape qui est pas impossible, qui est pas hyper dure, mais qui peut aider à se détacher petit à petit du regard en disant voilà, peut-être qu'il y a les gens attentifs qui vont remarquer, qui vont se dire tiens, elle a mis la même tenue, mais bon, dans 5 ans, ils auront oublié. Certainement la semaine suivante. Ensuite, si on a la volonté d'acheter, donc ça, bien sûr, il y a mes solutions à la suite, enfin des solutions qui existent. Mais on peut aussi avoir la réflexion de se dire, est-ce que c'est moi vraiment qui en ai envie? Par exemple, je sais pas, vous avez envie depuis des années d'une paire de couleurs rouge à rayures jaunes, mais il y en a nulle part, et là vous la voyez, vous êtes là, non, incroyable, bon achetez-la. Mais bon, si vous avez envie de ce magnifique jean que vous avez vu, que vous avez vu en vitrine, est-ce que c'est vraiment vous qui le voulez sincèrement, ou est-ce que vous vous dites
déjà un peu influencé par les réseaux, mais ça c'est difficile de savoir. Mais est-ce que ça serait aussi pour paraître d'une certaine manière? Est-ce que ça vous ferait sincèrement plaisir à vous, vous aimeriez vous voir là-dedans? Ou si c'est plus pour, je sais pas, ça ferait bien pour tel événement. Enfin, c'est pas non plus mal, mais ça peut aussi freiner de se dire, bah en vrai, pour tel événement, j'ai aussi ça chez moi qui marquerait très bien, quoi. Alors que pour quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir à vous, bah normalement, il n'y a pas l'alternative chez vous. C'est un peu ça finalement. Est-ce qu'il y a l'alternative chez vous que vous aimez déjà, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous permettrait d'exprimer votre créativité dans vos tenues pour répondre aux besoins d'accomplissement? Ensuite, je sais pas ce que je pensais quand j'ai noté ces idées, mais là c'est vraiment... L'idée c'est avoir confiance en son choix de vêtements, qu'il soit esthétique ou moral, pour faire face au jugement. Bah en vrai oui, mais bon c'est pareil quoi, c'est... travailler la confiance en soi, c'est moi la première, j'ai très peu de confiance en moi. Enfin très peu, j'en ai, mais c'est pas ma plus grande qualité. Et alors, juste dire, tu as peur... Bah en fait, c'est juste dire, tu as peur du regard des autres. Arrête. Bah, tu as peur du regard des autres, bah, et confiance en toi. Bon, c'est celui-là oublié. Ensuite, quelque chose que je trouve plutôt intéressant à contrario, c'est de nous-mêmes essayer de remarquer quand on juge quelqu'un sur ses vêtements. Parce que je me dis, ça commence par là aussi, de nous-mêmes, de pas avoir en fait un jugement de personne lié aux vêtements. Oh là là, des perruches. Il y a des perruches qui sont passées super vite devant ma fenêtre. Et laisser à la personne qu'on rencontre, par exemple, la chance de s'exprimer et de la juger que sur ce qu'elle dit. Et en vrai, c'est pas facile, parce qu'on a toujours un a priori par rapport à comment la personne est habillée, et moi la première, et je me dis, bah ça serait pas mal d'essayer d'enlever cet a priori-là, pour se dire, bah non, j'ai l'impression que cette personne va être trop intelligente pour moi, bah non, je l'écoute, calmez-vous à me dire, et je mets les vêtements de côté, car l'habit finalement ne fait pas le moine. Et ensuite se dire que encore une fois, c'est un peu lié à l'achat, est-ce que c'est pour paraître ou est-ce qu'on aime vraiment? C'est de se dire que pour les injonctions sociales, on n'a pas... en général, on a ce qu'il faut dans nos armoires, et pas tout le temps, mais en général, et on n'a pas besoin d'avoir 3 vêtements et demi neufs par mois pour ne pas faire de vagues en société, de manière réaliste, quoi. Finalement, c'est pas vraiment une solution, pardon, pour le regard des autres, mais c'est plutôt une solution pour se dire que si on n'a pas la force d'affronter le regard des autres, bah on n'est pas obligé non plus, tout en n'ayant pas trop pour respecter la planète. Mais du coup, je vous verrai après l'étude de combien il faut de vêtements. Je tease de combien de vêtements il faut dans son armoire pour vivre et sans abîmer la planète. On va faire un petit point sur les différences hommes-femmes, pour un peu parler de pourquoi c'est plus difficile pour une femme et du coup quelles seraient les petites astuces adaptées à la femme pour essayer de pas être trop dans le jugement par rapport aux vêtements. Du coup, la socialisation entre les hommes et les femmes est différente et les femmes ont une socialisation qui les tourne beaucoup plus vers le fait d'être présentables. Par exemple, on aura plus... Enfin, il n'y a pas des concours de Miss, enfin les mini-Miss ou je sais pas quoi, c'est des filles, hein, c'est pas des... Ou alors, en tout cas, c'est beaucoup moins répandu pour les garçons. Voilà, enfin, c'est un peu bien vu d'avoir une apparence soignée, d'être douce, attentive, ce qui sont des excellentes qualités, hein, mais il y a vraiment cette chose d'une figure, en fait, parfaite de soutien, et d'esthétique. Et souvent dans les films, dans la culture, etc., il y a beaucoup cette chose d'objet visuel pour la femme qui n'a beaucoup moins pour l'homme. Et vous remarquerez, par exemple, quand les politiciennes prennent la parole, il y aura des commentaires sur la tenue. En fait, si c'est aux yeux de toute la société, il y aura des commentaires sur l'apparence, et du coup, pas tout le temps, mais parfois la tenue. Et c'est systématique, et ça crée une barrière encore plus
pour ce que la personne a à dire. Et dans le monde du travail, c'est aussi difficile de bien s'habiller parce qu'il y aura toujours, enfin après même tous les jours, mais il y aura toujours une petite pensée, mais du coup spécifique à la femme. Par exemple, si on est trop féminine, qu'est-ce que ça veut dire féminine, mais si on est trop féminine, on risque d'être moins prise au sérieux. Mais par contre, si on est trop neutre ou on est trop masculine, bah on va être vu comme plus froide ou rigide. Si on est coquette, on va être vu comme un peu la meuf superficielle. Et si bah, on se maquille pas ni rien, bah, on va se dire ah elle est nature, ça veut dire négligée quoi. Elle va traîner dans la boue avec les cochons. Et aussi, historiquement, ce sont les femmes riches qui faisaient les magasins. Et ça reste une activité vue de filles, quoi, d'aller faire une virée shopping ou quoi. Et c'est terrible parce que bah, ces virées shopping-là, c'est aussi pour répondre à l'injonction de toujours devoir être au top de son apparence. Et les vêtements jouent énormément. Et ça, forcément, ça incite à acheter plus et à agir comme un trophée. Voilà. Mais du coup, quelques petites astuces pour essayer d'aller à l'encontre de ça, si vous vous reconnaissez un peu. Moi, j'avoue que dans quelques trucs, je me reconnais. Essayez quand on s'habille, alors bon, après, on n'a pas forcément le choix avec notre garde-robe, mais de pas toujours se dire je vais mettre ce qui met le plus en valeur, ce qui me rend le plus belle, et plutôt de se dire je vais mettre ce qui me permettra d'être la plus à l'aise ou la plus confiance en moi. Par exemple, si on a un entretien important, de plus miser sur, ou même pas un entretien important, pour quoi que ce soit, plus miser sur l'impression de force et de bien-être ou de, comment dire, en fait, un autre quelque chose, en fait, on veut émaner quelque chose sur cette journée particulièrement, bah, que ce soit quelque chose d'autre que la beauté, quoi que ce soit, bah, j'ai envie d'être... aujourd'hui, je suis le clown et je fais rire tout le monde, et bah, mettre des vêtements qui nous mettent un peu dans ce mood-là. Bon, même si parfois ça peut être lié à l'esthétique, c'est quand même un petit twist dans notre cerveau pour se dire, ok, je vais pas toujours penser vers je m'habille pour l'esthétique. Et un autre petit twist qu'on peut faire, c'est quand on voit une autre femme, du coup, ne pas juger sur la beauté des vêtements, mais sur l'énergie que ça dégage. Par exemple, je sais pas, vous voyez quelqu'un, vous dites, mais cette personne, elle rayonne de bienveillance. Et ben en vrai, c'est aussi un peu lié à ses vêtements, parce qu'elle a mis, je sais pas, une petite blouse à fleurs. Voilà, c'est un peu cliché, mais... Et ben, vous lui dites, tu lui dis, ah, mais j'aime trop ta blouse, vraiment, ça m'apaise ou quoi. Enfin, bon, c'est un peu bizarre, mais... Genre, essayez de varier les compliments qu'on peut faire... qu'on peut se faire entre femmes pour pas rester toujours basé sur l'esthétique et qui peut aussi nous aider après à nous-mêmes nous percevoir d'une autre manière. Et même entre femmes, n'importe quoi, si vous êtes un homme et que vous voulez complimenter une femme sur son énergie bienveillante, faites. Donc voilà, c'est un peu fini pour cette partie, mais juste, je trouve que c'est dans une société où vraiment le style et l'apparence a dépassé la praticité ou le confort et qu'en fait pour des raisons voilà, bah, d'appartenance et d'estime on est à ce point dépassé les limites planétaires, etc. Bon, c'est pas que les vêtements qui ont dépassé les limites planétaires, mais plutôt qui ont quand même eu de graves conséquences sur l'environnement et sur plein de personnes. Je trouve que c'est important, si on a l'énergie pour, de ne pas rentrer dans ce jeu. Parce que continuer en fait de s'adapter, on peut. Mais je pense qu'on devrait tous trouver un petit truc de se dire, bah là c'est trop et moi il y a une limite à ma participation dans le jeu. Enfin, on peut rentrer dans le jeu un minimum parce que bah, ça facilite les choses. Mais parfois, faut se dire, bah là, non, je refuse, quoi. Parce que l'indifférence, ça, après, c'est comme si on adhérait au fait d'acheter 3,5 vêtements par mois. Maintenant, donc, on va parler on va se demander si
on peut avoir une garde-robe frugale pour être stylé. Parce que c'est aussi dommage, je trouve, si nous-mêmes, sans parler du regard des autres, mais si pour nous-mêmes on aime bien s'habiller et qu'on apprécie créer des looks, etc., c'est dommage de comment dire, aller en arrière et d'enlever toute créativité ou quoi, et de se dire bah non, pour la planète, je m'habille de manière sobre et ennuyante. Et parce que, alors, mais en même temps, pour l'environnement, par-dessus le type de tissu, la provenance du tissu ou du vêtement, comment c'est fabriqué, etc. Alors, c'est des questions primordiales, mais justement, comme toutes ces questions sont primordiales, en fait, la chose à faire, c'est de moins posséder. Si t'as 10 pulls, alors c'est pas bien d'avoir un pull Zara, voilà, il aurait mieux fallu ne pas l'acheter. Mais vaut mieux avoir un pull Zara qui te dure pendant 40 ans que 10 pulls de marque éthique pendant 40 ans, quoi. Enfin, parce que il y aura quand même des ressources utilisées, etc. Même si bah, il y aura eu certainement c'est mieux dans le sens où bah, il y aura eu moins d'exploitation sociale, mais en termes environnementaux, c'est euh, vraiment important que de juste moins consommer. Et même si là vous avez un dressing rempli qui va vous durer toute votre vie, et ben il vaut mieux ça et ne jamais acheter de marque éthique, et voilà. Mais bon, ça c'est un peu du coup, alors j'en parle, hein, c'est un peu le problème aussi du regard des autres parce que si on a déjà, c'est un peu mon cas, j'ai déjà acheté du Zara il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, c'est impensable, vraiment. Plus jamais de ma vie, je pourrais faire ça. C'est juste plus possible parce que bah, mes valeurs ont évolué, je me suis posé des questions, etc. Et je fais beaucoup. Et du coup, je tends vers un mode de vie durable. Donc j'ai envie que mon apparence reflète mes valeurs. Mais en même temps, bah, tous les vêtements que je possède qui sont pas issus de marque éthique, je vais pas juste les donner, quoi, parce qu'on a bien vu que le secondement c'était pas la solution. Et du coup, c'est un peu un travail par rapport au regard des autres, que si on change un peu de groupe, enfin, des personnes qu'on fréquente ou de la manière dont on a envie d'être perçu, bah aussi accepter que bah, nos vêtements ne peuvent pas nous suivre toute notre vie et que parfois on, on ne, on ne, on n'est pas ce qu'on porte, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre truc à accepter. Et, et du coup, donc parlons de frugalité, je trouve que c'est dommage parce que quand on imagine une garde-robe qui a un impact minime sur l'environnement, on imagine la capsule wardrobe. Donc avec, c'est combien 27 avec 37 pièces de vêtements, que des t-shirts blancs et des jeans bleus. La garde-robe style un peu beige, minimaliste, où t'as trois t-shirts dans la même couleur, 4 pulls dans la même couleur, enfin pas dans la même couleur, mais enfin trois t-shirts du même modèle dans des couleurs différentes, mais genre c'est blanc, beige, marron. Pareil pour les pulls, un pull en maille, un sweat, et en fait, et encore, bah, il faut que ça puisse s'accorder pour faire le plus de tenues possible, donc c'est encore blanc, beige, marron. J'ai rien contre le blanc, le beige et marron, hein, c'est très joli, mais en fait, quand il y a que ça, je trouve que ça fait un peu dystopique. Et moi, ça me donne pas envie d'avoir une garde-robe avec que des pièces basiques et trois pièces un peu frivoles pour m'habiller. Et je trouve que ça empêche un peu cette... Alors si les vêtements, ça vous passe au-dessus de la tête et que vous n'êtes pas du tout attaché à vouloir avoir un style différent ou à vouloir vous amuser avec les pièces de vêtements, bah en vrai ça peut être adapté parce que bah, au moins on se prend pas la tête, on a une base, hop, on fait avec et c'est bon. Sauf que je trouve que c'est pas très réaliste parce personne a la garde-robe parfaite. Si on est le commun des mortels, bah voilà, on a une garde-robe qui n'est pas cet idéal de minimalisme. Et j'ai l'impression qu'il faudrait, pour
avoir cette garde-robe parfaite, donner ou jeter tout ce qui ne permet pas d'atteindre cette frugalité-là, et garder que le strict nécessaire, et racheter les pièces basiques. Et en fait, je trouve ça dommage parce que je me dis, là, on est à un point où les gens ont plein de vêtements chez eux, et ça devrait pas être, crée ta garde-robe qui te permettrait d'avoir que 37 pièces pour survivre, mais ça devrait être, juste arrête les achats, arrête le fait que ça rentre chez toi, et commence à créer à partir de ta garde-robe. Mais ça, on reviendra plus tard pour les solutions. Et en fait, je trouve ça dommage qu'il y ait un peu les deux extrêmes qui semblent que les deux solutions, soit on continue comme on est, quoi, dans la sous-section surconsommation et après avoir trop de vêtements et devoir les vendre sur Vinted, soit on a quelque chose de terne et qui donne pas forcément envie, quoi, ou juste à une petite partie de la population. Et je trouve ça dommage de se dire que c'est ça le mode de vie durable, quelque chose qui soit pas haut en couleur. Alors que il y a un juste milieu. Une étude a été menée pour savoir à peu près combien de vêtements on devait posséder pour rester aligné avec les objectifs de l'accord de Paris. Et, le chiffre de 74 est apparu. Et alors ce qui est intéressant, j'ai mis l'article en lien, c'est que les journalistes qui ont travaillé là-dessus, ils ont donné eux le nombre de pièces qu'ils possédaient, et c'est plus que 74, qu'on peut s'en douter. Mais comme tout le monde, hein, moi je suis sûre que si je comptais tous les habits que j'avais, j'ai même pas fait là parce que c'est trop, je suis sûre que j'en ai au moins 150. Et ce qui est intéressant aussi dans l'étude, c'est qu'ils disent, et il ne faut pas acheter plus de 5 pièces par an quand on vit dans un climat ayant 4 saisons, pour un peu toutes les choses dont on puisse avoir besoin dans nos vies. Alors je suis étonnée parce que je me dis, en fait c'est un peu... Non, en fait je suis pas étonnée. Parce que ça paraît logique pour le roulement, parce que peut-être que oui, dans nos 74 vêtements, peut-être qu'il y a 5 pièces par an qui peuvent être vraiment trop usées ou quoi, et qui disparaissent, et du coup on en achète 5 autres. Mais en même temps, je pense que les années où on a juste 3 pièces qui sortent du stock pour x, y raison, il y en a juste 3 qui rentrent pour rester à 74, quoi. C'est de la logique. Et ce qui est intéressant aussi dans l'article, c'est le nombre de pièces que les personnes ne portent pas et qui sont dans leur dressing. Donc on a vu la moyenne en France environ 70%, c'est vraiment énorme 70%, mais environ 70%. On verra un peu plus tard avec une des astuces comment faire en sorte de mettre plus les vêtements qu'on possède, savoir ce qu'on a. Et voilà, et en fait, utiliser longtemps et souvent ces vêtements, c'est vraiment le combo, quoi. Parce que si on garde un jean pendant 15 ans dans nos placards mais qu'on le met pas, c'est comme si on l'avait jeté à la poubelle, quoi. C'est juste, on l'a stocké quelque part. Et c'est pour ça qu'acheter en seconde main, c'est pas parfait, parce qu'en fait, c'est souvent juste un vêtement qui sera stocké ailleurs, alors que ce dont on a besoin, c'est de le mettre. Alors, c'est bien parce que ça permet à quelqu'un de le remettre un petit peu, mais souvent, c'est pas la solution parce que ça tombe vite en désuétude, et alors à part si la personne le revend ou quoi, c'est juste stocké sans être mis. Et je trouve qu'en fait, la frugalité, c'est en accord avec le fait d'être stylé encore plus, parce que ça veut juste dire être conscient de tout ce qu'on a et mettre tout ce qu'on a. Parce que là, si, encore une fois, c'est comme le fait d'avoir un truc minimaliste. Si on n'a pas 74 vêtements dans nos placards, c'est pas grave, mais peut-être se dire, ok, je pars de 150, je vais plus, à part grande nécessité, j'achète plus, parce que j'ai suffisamment. Même si après il y a un petit... mais je parlerai des solutions après, parce qu'il y a un petit problème à ça, mais qui peut être réglé. Stay tuned pour la suite de l'épisode. Mais sans forcément compter ce qu'on a déjà, juste se dire je stoppe littéralement l'achat peut aider grandement. Faire un petit défi, se dire cette année j'achèterai rien. Et alors quelque chose qui peut un peu freiner la volonté d'être plus frugal, c'est la fascination qu'on a pour les nouveaux vêtements, pour les nouveaux trends, etc. Enfin, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir? Il y aura toujours un jugement, enfin, ça va toujours faire parler.
Et ça nous pousse inconsciemment à vouloir essayer, même si on le fait pas, peut-être le prochain ça sera lui qui va nous faire craquer. Ça nous donne en fait envie de tester plein de choses, et, et ça nous donne l'impression qu'on serait des personnes plus stylées aussi, forcément. Il y a un problème aussi, c'est qu'on a perdu la notion de la notion de la valeur des choses et des vêtements. Et comme ça nous semble pas précieux, et en fait on voit ça comme quelque chose de remplaçable dans notre... on n'est pas tellement attaché à la possession, alors si certains vêtements, mais la plupart des vêtements on n'est pas forcément très attaché à la possession, et on peut vraiment se dire bah ça je le donne pour remplacer par autre chose sans difficulté. Ce qui peut en soi être pas mal pour la seconde main, si on imaginait un cercle fini, sauf que c'est... ou avec des vêtements où chacun vraiment s'échange les vêtements, mais il n'y a plus rien qui rentre dans le marché, sauf que ce n'est malheureusement pas le cas, et j'ai vu l'autre jour, c'était je savais pas que ça existait, mais des lockers Vinted comme pour Amazon, et je trouve que ça illustrait bien cette chose de... en fait, la seconde main, c'est devenu un business, quoi, plus qu'une solution éthique pour le vêtement. Enfin, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'acheter, mais bon, je peux refaire l'épisode, je m'emballe, mais on aura compris que la seconde main et moi, ça fait pas deux. Quelque chose qui peut freiner la frugalité aussi, c'est de penser qu'on a une passion pour la mode alors qu'on a juste une passion pour l'achat, et d'avoir trop romantisé les sorties shopping, etc. Et alors que en vrai, c'est pas si fou. Je trouve que même c'est fatigant, vraiment les sorties. Tu portes des sacs et tu marches, les magasins ils sont bruyants, il y a plein de lumière blanche horrible et tout, enfin bref. Et c'est pareil, de romantiser le fait d'avoir une énorme garde-robe. Après, bon, une énorme garde-robe où tout est bien rangé, mais quand même, énorme garde-robe, c'est sûr qu'on va pas tout mettre, quoi, et que sur un an, on mettra que 30% des vêtements qu'on possède. Et pareil, il y a plein de petites externalités négatives à ça, et ce que ça permet n'est pas incompatible avec les solutions dont je vais parler juste après. On y arrive bientôt, Oh mais je trouve ça dingue, j'ai séparé mon épisode en deux et c'est quand même super long. Aussi, petite réflexion, je pense que qu'avoir son propre style ne devrait pas définir notre personnalité. On a l'impression de nos jours qu'on devrait tous être à la pointe du style, alors que la mode c'est une passion, et les gens qui ont cette passion-là, ils y prennent vraiment plaisir, et enfin je pense que on peut aimer à un certain niveau, mais ne pas se faire tout un truc parce qu'on n'a pas les meilleurs outfits, etc. Parce que juste c'est pas ce qu'on aime, quoi, et il faut accepter que nos vêtements ne soient pas nous. Et même la mode, pourquoi ça devrait être réservé à ce qu'on nous vend dans les magasins, alors qu'on peut créer nous aussi avec ce qu'on a déjà des choses différentes, et pourquoi on devrait toujours suivre alors qu'on peut faire les choses nous. Et je trouve que ça mettrait même plus de sens à la mode que ce soit une expression personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que si vous êtes expert en mode, etc., est-ce que ça fait sens ce que je dis? Et même essayer, pourquoi pas, de créer une pièce de vêtements, parce que si on crée nous-mêmes nos vêtements, on serait beaucoup plus frugal, et on se rendrait compte d'à quel point en fait on est matrixé par tous les changements qu'on voit chez les stars ou chez les influenceurs. Et certes c'est beau, mais c'est pas réaliste par rapport à ce que la planète nous offre. Et encore une fois, c'est du suivi plus que de l'accomplissement, ce qui est un peu dommage. Donc il y a plein de petits problèmes, les choix du passé qui nous reflètent plus trop, mais bon, on n'avait pas envie de tout jeter, de tout se débarrasser, enfin un peu la conformité à la société de l'apparence, mais en même temps, on a des valeurs par rapport à l'environnement. Et est-ce que finalement ça vaut le coup, tous ces efforts, tout ça, pour juste
rentrer dans le moule, mais dans le moule de quoi? Enfin ça, en fait je trouve que ça perd un peu son sens. Et du coup là je vais parler des alternatives à l'achat. Enfin, finally, la partie intéressante. Bon, c'était intéressant avant aussi, mais les alternatives à l'achat. Trouver en fait des solutions pour continuer à se faire plaisir, que ce soit pas restrictif, que ce soit pas difficile, sans pour autant céder à l'achat. Donc, petit point sur acheter. Acheter neuf, c'est pas fou, mais si jamais on achète quelque chose de neuf, par exemple pour un cadeau, et ben il faut acheter éthique et donc éviter les mélanges de matières, provenance locale, enfin française du moins. J'en parle pas mal dans le premier épisode. Et vraiment penser au cycle de vie du vêtement, si c'est pour nous, savoir combien de temps on peut le garder. C'est bien aussi pour une garde-robe frugale d'acheter des vêtements qui vont durer dans le temps, même si de nos jours, c'est pas parce que le vêtement est abîmé la plupart du temps qu'on arrête de le mettre, mais même si ça arrive, en général c'est pas ça. Et donc voilà, donc vraiment bannir la fast fashion et acheter éthique. Et arrêter de culpabiliser aussi, parce que en vrai, il faut pas sous-estimer euh, la, la, la fascination d'avoir des choses neuves, d'avoir ce petit sentiment de voilà, avoir une tenue rafraîchissante, etc. Et ne pas sous-estimer aussi la peur du manque, voilà, de non seulement posséder, mais avoir ce petit truc, ce petit moment d'achat et d'être content de son nouvel achat, quoi. Ensuite, pour l'achat de seconde main, c'est souvent des sites qui poussent à consommer en réalité. Et donc je parle de ce système bien dans l'épisode précédent. Et d'ailleurs, fun fact, au Moyen-Âge, les riches donnaient leurs vieux vêtements aux pauvres. Et c'était les premières fripes à un cercle très fermé, je trouve ça drôle. Une vraie économie circulaire, encore plus comme que de nos jours où la plupart de ce qui est donné est jeté. En parlant de donner, je me demandais, est-ce que quand quelqu'un nous offre un cadeau, un vêtement, et qu'on sait qu'on va pas le mettre, comment le dire avec délicatesse? Bon, ça dépend de qui nous l'offre, mais comment... ça va aussi pour tous les cadeaux physiques, quoi. Comment se dire, bon, je ne veux pas trop consommer. Faut parler à ses proches et dire, oh, au fait, les vêtements, bon, c'est pas forcément objectif 74. Et je me dis aussi quelque chose de pas mal, c'est de remettre un peu le fait de languir dans son quotidien, parce que comme on a tout très rapidement, on n'a plus du tout cette chose de languir, et peut-être que se reconnecter à ça, ça nous reconnecter aussi à nos besoins d'achat, et on part, j'invente rien, souvent c'est ah oui mais si tu veux encore ce jean dans 3 mois, achète-le, ça c'est vraiment un bon truc à faire. Et aussi un bon truc à faire, c'est de mettre des stops indéniables qui sont pas hyper contraignants. C'est par exemple plus jamais dans un magasin de fast fashion. Et ça, je veux dire, même si la seconde main c'est pas l'idéal, c'est quand même bien mieux et ça permet de limiter à fond. Et en fait ça, moi je le faisais pas. Et c'est en M1 et mes copines de master qui étaient comme ça. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, pourquoi je mets pas moi aussi un stop complet, quoi. Il n'y a pas de ah oui, non, mais une fois comme ça. C'est pas. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est pas tellement dur et je m'en aperçois même plus là que j'ai mis un stop. Je l'ai fait un peu inconsciemment, mais c'est vraiment facile. Et puis en plus, comme j'achète moins, j'ai aussi. Je dépense moins donc. J'ai pas besoin, et je gagne pas des cents et des mille, hein, et j'ai pas besoin d'aller dans des magasins pas chers pour m'acheter des vêtements parce que déjà j'ai pas besoin de autant de vêtements que ça. Ensuite, du coup, première alternative à l'achat qui est de fabriquer ses vêtements. Alors c'est pas le mieux car ça demande beaucoup de ressources, mais c'est comme je disais tout à l'heure, le fait de l'avoir fait soi apporte aux vêtements créés une plus juste valeur et on aura tendance à utiliser ce vêtement jusqu'à l'usure complète et on pourra aussi réparer son propre vêtement. Spoiler de la dernière astuce, enfin pas astuce, de la dernière alternative.
Et c'est vrai que moi j'ai ça, alors c'est pas moi qui ai créé le vêtement, mais ma mère, quand elle était jeune, mon âge, je devrais peut-être m'y mettre, elle a tricoté un pull. Bon, c'est le seul pull qu'elle ait jamais tricoté, mais elle a tricoté un pull et elle me l'a donné récemment. Et je trouve ça trop bien d'avoir un... En fait, ce pull a vraiment beaucoup plus de valeur que mes autres pulls parce que bon, déjà c'est unique et... Et en fait, c'est clairement... Enfin, c'est de la bonne qualité, quoi. C'était tricoté en laine et ça peut vraiment aller de génération en génération, quoi. Donc, ensuite, la fameuse astuce dont je parle souvent sur mon Instagram, à l'époque où je faisais encore des petites vidéos, mais maintenant je suis là en mode oh, est-ce que la fin justifie les moyens, je ne sais pas. La location de vêtements qui est une bonne idée avec forcément des limites. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que pour cette chose de ah, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'avoir du neuf. Parce que alors ce sera pas du neuf puisque c'est la location et d'autres personnes l'ont porté, mais ce sera du neuf pour nous, ce sera du nouveau pour nous, et ça permet vraiment d'avoir de temps en temps ce petit... d'assouvir ce besoin de ah, j'ai envie d'être... de mettre sur 131, enfin j'ai envie d'avoir confiance, j'ai envie de faire des choses, et encore plus pour les événements où on nous demande, enfin où on nous demande, où on a besoin d'être un peu mieux, bah souvent on a envie de pas remettre les mêmes tenues, etc. Et ça, alors, c'est bien, si on arrive à remettre les mêmes tenues, c'est parfait. Mais si on a un peu de mal, et ben je trouve que c'est le bon entre-deux de se dire, bon, effectivement, le transport, ça va polluer, etc. Mais bon, comme ça pollue si on avait acheté le vêtement, et sans tout le reste. Et ça permet vraiment d'enlever ce lien à la possession. Et du coup, on se lassera pas des vêtements, parce que bah, au bout de quelques jours ou quelques semaines, on va les rendre. Et en plus, moi, qui ai pas mal utilisé ce fonctionnement-là de location, je trouve que ça m'a... En fait, quand je louais des choses, je me rendais plus compte de ce que j'avais déjà, parce que souvent j'essayais de faire des petites tenues, parce que moi j'aime bien parfois. J'ai des moments où, là en ce moment, j'ai pas trop envie, du coup je loue rien, mais j'ai des moments où j'ai envie de créer des choses, etc. Et du coup, dans les petites tenues, à un moment, j'ai mis un jean blanc, et après je me suis dit, mais Eve, tu as un jean blanc, tu possèdes déjà un jean blanc dans ta tenue. Et ça me... Et sauf que bah, c'était peut-être un moment où j'avais oublié que j'avais un jean blanc, voilà. Et donc ça m'a vraiment fait me rendre compte, même quand je rentrais les petites boîtes, parce qu'en gros, alors, je loue par exemple 4 pièces, puis après je les renvoie, puis après je reloue et je paye un abonnement par mois. J'en reloue d'autres, ou après je paye un abonnement par mois. Et ça m'a vraiment fait me rendre compte de tout ce que j'avais dans mes placards. Et je trouve ça bien d'utiliser ça ponctuellement. Toute l'année, ça fait peut-être un peu trop, c'est quand même pas mal de logistique, et puis ça coûte... alors moi, ce que j'utilise, c'est 69 € par mois, donc c'est pas donné. Mais en même temps, si on l'utilise tous les mois, je crois que c'est à peu près le même prix que si on achète, que la moyenne de ce qui est acheté en France. Et donc on a l'impression que c'est... Si on achèterait à côté. Donc on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait ça va. Et en fait, si on l'utilise que ponctuellement pour assouvir cette envie de nouveauté ou ce besoin de bien marquer dans un événement ou quoi, c'est beaucoup plus rentable financièrement et sans abîmer l'environnement, parce qu'on le possède littéralement pas, et du coup la pièce va être portée de nombreuses fois, et beaucoup plus que si ça avait été en seconde main. Et du coup, moi je trouve que c'est vraiment la solution parfaite pour résister aux pulsions d'achat. Et je pense que c'est pour ça aussi que bah, cette année, j'ai dû acheter une tenue de sport. J'ai acheté un maillot de bain parce que je me suis laissé faire avoir. En gros, j'ai acheté un maillot de bain dans une boutique éthique, voilà, qui est certifiée France, bons matériaux, etc. Sachant que je possédais déjà un maillot de bain, mais je m'étais dit, ah oui, ça marquera bien et tout, ça sera éthique. Et du coup, j'ai complètement... je suis tombée dans le panneau de j'achète quelque chose d'éthique pour après, quand je le mets, dire ah oui, et c'est une boutique éthique. Et alors que bah, j'en avais
que du coup les autres que j'avais, je les ai moins mis et du coup moins usés. Donc bon, c'est dommage, mais bon, maintenant j'ai un joli maillot de bain vert, super. Et, et j'ai acheté ça, j'ai acheté des chaussures pardon, barefoot parce que la peau, c'était alors, plus médical que voilà, c'était la podologue qui m'avait conseillé, mais bon, c'est quand même des vêtements quoi. Et, et du coup, ça doit monter à 5 pièces, hein, parce que j'ai acheté 2 chaussures barefoot, un tenue de sport, 1, 2, 4, ouais, et 4, 5. Et c'est vraiment grâce à la location, parce que ça fait 1 an que je fais la location et j'ai jamais j'ai vraiment, littéralement, jamais eu envie d'acheter quelque chose parce que je me dis, bon, je pourrais l'avoir avec la location, quoi. Et c'est la solution miracle à ça. Et si on a la flemme d'affronter le regard, la pression sociale, pas de panique, louez vos vêtements. Et puis c'est aussi bien pour les personnes qui essayent de trouver leur style, mais qui se cherchent, qui savent pas trop. En fait, c'est bien si on est indécis, parce qu'on aurait quelque chose et on sera pas obligé de le garder 40 ans si on l'achète. On peut juste le garder quelques semaines et après ça repart. Et on a beaucoup moins de pression sur l'environnement. C'est vraiment une bonne solution. En plus, sur ceux que j'utilise, les emballages sont réutilisables aussi. Donc ça fait également vraiment un bon zéro déchet carrément en fait. Hein. C'est une petite valisette qui est réutilisable. Et quand on pense aux vêtements qu'on achète, il y a toujours un petit sachet, toujours un petit truc. Et je me dis, ok, encore quelque chose en moins. Donc c'est très très bien. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, alors je sais pas si c'est sur tous les sites de location, mais sur le mien, ils incitent à acheter les vêtements pour renouveler certainement leur stock, et je trouve ça un peu dommage parce que moi par exemple il y a des vêtements que j'avais envie d'essayer et du coup qui ont juste disparu et j'étais là bon, c'est un peu rapide quoi, on peut sous l'influence de la fast fashion, mais enfin pas de la fast fashion, mais dans le fait de renouveler les collections, etc. Mais dans l'idée quand même, c'est louable. Mais ouais, dommage qu'il y ait trop cette incitation à acheter. Mais bon, c'est mieux, c'est quand même mieux que l'achat simple. Parce que après, la logique de renouvellement n'est pas non plus horrible dans l'absolu. Et puis parfois, on peut aussi avoir envie d'acheter ses coups de cœur. En plus, je parle, mais j'ai acheté un truc de The Closet, j'ai acheté un pantalon basique, pantalon noir qui passe partout bien. J'en avais pas, je me suis dit bon. Et je l'ai vraiment beaucoup mis, donc je pense que bon, c'était un achat. Est-ce qu'il était nécessaire? Je sais pas, mais en tout cas, il m'a bien servi, surtout quand j'étais en entreprise, et il me servira bien quand je reprendrai une vie où je devrais faire face à des gens qui me verront de haut en bas. Parce que là, j'ai un plaid sur mes jambes, personne ne voit ce qu'il y a en dessous. Spoiler, il y a un legging. Mais bon, quand je devrais me reconformer comment on appelle ça? Je perds mes mots, conditions sociales, non, c'est pas ça, mais vous avez compris. Et il me sera bien utile. Enfin bref, je me justifie, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui peuvent aussi avoir le même besoin et du coup acheter des pièces et c'est bien pour un renouvellement, mais je trouve ça dommage d'inciter à l'achat, quoi. Ça devrait être pour un achat, pour un vrai coup de cœur, pour une vraie nécessité et pas parce que, pourquoi pas, c'est à moins 40%. Après, je me dis qu'on pouvait aussi pousser les choses un peu plus loin si on est fan de la location et qu'on veut faire ça tous les mois. Et c'est de se dire qu'au bout des années, que de jamais rien acheter du tout, et au bout d'un moment, forcément, au bout de longues années, notre garde-robe va baisser, et peut-être baisser en deçà de 74 pièces de vêtements, et se dire que, en fait, on possède vraiment très peu, enfin, le basique, et on loue tout le reste. Et je pense que c'est bien si on aime la mode, en fait, si on a tout le temps envie de changer, de créer des nouveaux looks selon l'évolution de notre personnalité, etc. Ça peut vraiment être une bonne alternative. Et j'ai pensé aussi à louer mes vêtements moi-même. J'ai pas l'impression qu'il y ait des sites qui soient encore bien tournés en ce sens, mais je me dis que ça pourrait être pas trop bête en fait de juste les vêtements de mon dressing avec les gens de mon quartier, qu'il y ait une application qui regroupe un peu les quartiers et où on puisse mettre en location des pièces qu'on a, peut-être soit qu'on met pas trop souvent ou quoi, et qui ferait le bonheur d'autres personnes qui nous les louent 3 semaines, qui rendent, etc. C'est tout ça à des prix abordables et ça permettrait
nous faire une petite rentrée, mais aussi faire en sorte que nos pièces soient usées, parce que peut-être qu'on va finir notre vie, elles seront pas usées, alors que si on les loue, elles seront usées à la fin, et on pourra peut-être acheter de la nouveauté pour remplacer ces pièces qui ont été bien portées. Mais si jamais vous connaissez un site fiable sur ça et que vous avez trouvé, dites-moi, parce que moi vraiment j'ai cherché et c'était pas concluant. Et c'est pas mal aussi parce que ça permet d'échanger des pièces qui sont pas de la vie de tous les jours, par exemple des tenues de ski ou alors une magnifique robe de soirée ou des choses comme ça. Et alors j'ai vu un site pour ça, mais c'était vraiment encore une fois pas concluant. Ensuite, nous avons le troc et l'emprunt. Et ça, il y a des... Je sais qu'il y a des applis pour ça, où il y a des espèces de trucs de dressing qui... Je sais plus ce que c'était, je retrouverai sur Instagram des filles qui font ça, et qui s'échangent des vêtements. Mais ça peut aussi être tout simplement s'échanger entre amis, entre familles, et que ce soit pas vu comme bizarre. Et ça permettrait de répondre de manière finalement peut-être plus vraie, plus profonde aux besoins d'appartenance aussi, parce que ça crée du lien de se prêter, etc. des vêtements. Et moi je l'ai fait quelques fois dans ma vie, mais j'avoue que c'est pas quelque chose qui revient... Surtout, alors c'est parfois pas très pratique parce que mes amis habitent loin de chez moi. C'est vrai qu'avec mon copain, je lui emprunte souvent des habits, mais c'est pas les choses sont souvent grandes. C'est plus pour être tranquille que pour créer un outfit, mais bon. Et je me dis peut-être qu'aussi peut-être qu'on pense trop à je l'ai acheté, c'est à moi, j'ai pas envie qu'il s'abîme, ou je sais pas, peut-être un mauvais rapport à la possession qui donne pas envie, je sais pas. Je sais pas si ça... Parce que il y a aussi un imaginaire dans les séries et tout, où les amis se prêtent des vêtements, mais je sais pas si ça se fait dans la vraie vie. Moi je l'ai fait un petit peu, mais c'était pas non plus... C'était pour des soirées plus que tous les jours, quoi. Et enfin, alors ça c'est pour moi l'alternative parfaite, et où je suis pas super forte, mais c'est utiliser ce que l'on a en transformant, du coup, upcycler. Upcycler, c'est utiliser ce qu'on a en le transformant si nécessaire. Et du coup, ce que j'entends en le transformant, c'est upcycler. Et du coup, la différence entre upcycler et recycler, c'est que recycler, on va prendre une pièce de vêtement et refaire un fil avec, pour après que ce soit une matière qui puisse recréer de toute pièce un vêtement. Alors que upcycler, c'est prendre la pièce telle qu'elle est et l'améliorer. Il n'y a pas de destruction ou quoi, juste on l'améliore. Et en fait, je me dis, mais ça, c'est parfait, parce que pourquoi on ne met pas tous ces vêtements? Pourquoi il y a 70% de notre garde-robe qu'on ne met pas? Moi, je prends mon exemple tout simplement à moi, c'est qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont soit trop petits, soit trop grands, soit que j'aime plus, ou qui me sont jamais bien allés. Et je me dis, mais en fait, ce serait le rêve que j'arrive avec chaque pièce à me dire comment pourrais-je la transformer pour qu'elle me sied et pour que je puisse la mettre premier degré. Et je pense que ça aiderait vraiment à... Si on arrivait à faire ça avec toutes nos pièces, alors ça prendrait longtemps, hein, c'est un processus assez long, mais si on met l'énergie là-dedans plutôt que d'en acheter de nouveaux vêtements, c'est pas impossible, et ça permettrait vraiment de donner une vraie seconde vie à nos vêtements, quoi. Parce que souvent, si nos vêtements ne vont pas très bien, faut pas se leurrer, quand on va les donner à quelqu'un, ça sera pas non plus fou, quoi. Donc vaut mieux upcycler que se dire, oh, je vais les faire stocker ailleurs. Il faut, dans ce cas-là, soit on a des solutions où on fait appel à un couturier ou quoi, donc j'ai parlé de Refashion dans le premier épisode, qui est quelque chose qui nous permet de réparer nos vêtements en ayant des réductions, je mettrai de nouveau le lien dans celui-ci. Donc on peut demander à une dame, parce que ce serait très possible de faire à ma taille et tout,
Soit on fait parler aussi notre créativité à nous en se disant ok bah j'essaye, j'apprends à faire. J'ai trouvé un site trop bien qui s'appelle Poppins où on peut, alors c'est le principe de location mais avec n'importe quels objets avec plein d'objets, pas que les vêtements. Et on peut, alors je sais pas s'ils font les vêtements, mais on peut en tout cas louer une machine à coudre. Et ça je me dis, bah en fait c'est trop bien si on sait s'en servir, mais qu'on n'a pas forcément, qu'on s'en sert pas tous les jours qu'on n'a pas forcément la place de le garder chez nous ou qu'on utilise une fois par an quand on a la foi de créer d'améliorer, d'upcycler une pièce. Et bah c'est parfait quoi, petite location de machine à coudre, j'améliore mon vêtement et ça fait comme un vêtement tout neuf qu'on peut mettre à notre goût. Et on aura bien travaillé là notre sentiment d'accomplissement. Et petit point sur le tri aussi de ses vêtements, je trouve qu'on a bien en tête quand on trie ses vêtements, c'est à jeter, à donner, à vendre, à garder. Et je me dis, mais en fait, faudrait enlever ces catégories-là et se dire, mais quand on trie nos vêtements, il faudrait qu'il y ait à garder, parce que c'est nos pièces phares et on les aime trop comme ça, à transformer, il nous va plus, la couleur nous plaît plus ou quoi, à réparer, parce qu'il y a aussi de ces problèmes-là. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je remette ce bouton, mais du coup ça fait 5 ans qu'il est dans le placard et que tu le mets plus. Garder quand même la pile à donner. Non, si vraiment, mais ça devrait pas être la pile principale, mais si vraiment on se dit, bon bah ça, c'est de bonne qualité, déjà pas donner des trucs parce que nous on trouve que c'est trop de mauvaise qualité, parce que là bon bah c'est pas fou pour les gens qui vont le recevoir après, et ça cause aussi beaucoup d'envois en Afrique, en Afrique. Et une pile trop usée, bon pour les chiffons, ou là ok. Bon. Là c'est vraiment, moi je pense, j'ai une chemise de nuit que j'ai depuis que j'ai 8 ans, et qui a vraiment des trous partout, mais c'est fou. Et en fait, je la mets, alors là je crois que je l'ai mis, mais pendant longtemps, avec tous ces trous, etc. Mais je l'aimais bien, mais ça clairement ça peut faire un très bon chiffon. Je trouve que c'est pas souvent qu'on a cette réflexion-là, enfin moi je l'ai jamais vu ailleurs, parce que les seules choses un peu de tri que j'avais regardé, c'est Marie Kondo, qui disait oui, il faut garder ce qui nous plaît vraiment, et c'est sûr que ça fait du bien d'avoir un espace plus vide, mieux rangé, etc. Mais sauf que je trouve ça dommage de ne pas faire face à l'invisibilisation, parce que tout ce qu'on jette, enfin, ça va créer des problèmes, et du coup, vaut mieux le prendre en charge soi pour l'user jusqu'à la corne, et pas être tenté d'acheter après de nouveau parce que on a les choses, plutôt que de se débarrasser. En plus, ça arrivera, d'avoir un truc moins encombré si on arrête les achats, ça arrivera au bout d'un moment. Et je trouve que le truc de se dire, oui, si on a un doute, on donne, en fait non, si on en doute, on garde. Enfin, c'est même, on doit garder. Si jamais un jour on a une idée pour transformer, ou ça se trouve dans 2 ans, nos goûts auront de nouveau changé, parce qu'on sait très bien que ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera plus demain, et ce qui était à la mode hier le sera demain, ou des trucs comme ça. Et nos goûts peuvent réévoluer dans un sens ou quoi, et sinon on transforme vraiment, et ça sera bien plus bénéfique, et il y aura bien moins de problèmes environnementaux. Mais du coup, il faut aussi accepter d'avoir peut-être un style qui est moins axé sur le neuf impeccable, parce que forcément, si on rapièce, entre guillemets, on aura des choses plus... moins... comment dire, qui rentrent moins dans les cases, plus uniques. Mais bon, ça a du bon, hein. Moi je suis pour les pièces uniques. Mais il faut accepter, voilà, de se dire que un soupul noir qui n'est pas totalement noir, c'est peut-être un fashion faux pas pour les uns, mais ça sauve la planète pour les autres, ou des choses comme ça, quoi. En fait, revaloriser aussi le fait de réparer soi-même ses vêtements. Parce qu'avant, il y avait vraiment un bon savoir-faire, mais là, je pense que de moins en moins, les gens savent coudre ou repriser ou quoi, et alors que c'est super satisfaisant. Moi, quelquefois, j'ai eu la chance, mon père m'a appris à repriser des chaussettes et des choses faciles. J'avais une jupe, je l'ai reprisée, mais c'était le jupon qui se voyait pas, du coup. On n'a pas vu mon travail qui était grossier, mais bon, ça m'a servi à pouvoir la remettre, quoi.
Et je me rappelle que c'était un moment où t'es concentré, où tu fais quelque chose de tes mains, et c'est très satisfaisant, et c'est plutôt gratifiant, donc c'est aussi quelque chose qui va dans le sens des valeurs de durabilité et de moins consommer et plus produire. Et je pensais aussi à une manière de redonner vie à ces vêtements, c'est la teinture. Et ça, alors les teintures, il faut faire attention à utiliser quelque chose qui n'est pas trop nocif pour l'environnement, mais c'est mauvais quand c'est fait à trop grande échelle, mais si nous, on a vraiment un pull, on sait qu'on le met plus, mais qu'en vrai, s'il avait une autre couleur, on le mettrait, bah, c'est pas la fin du monde, et ça sera beaucoup moins nocif de le teindre et après de le mettre que de juste le stocker pour toujours et qu'il ait été produit pour rien. Et je pense qu'on serait étonné dans nos armoires de tout ce qui peut être transformé et qui nous permettrait ensuite de les mettre, et qu'on sous-estime ça, et qu'on serait... Alors certes, tout ne peut pas l'être, mais qu'on serait étonné de tout ce qu'on puisse transformer. Moi déjà, rien qu'en préparant cet épisode, j'ai des idées de vêtements que je mets plus, et je me dis, ah mais en vrai s'il y avait ça, bah, clairement la couleur, sur un pull je me dis, ouais, en vrai s'il était de cette couleur je le mettrais plus, c'est tout. Il faudrait que... Je pense que petit à petit, j'appliquerai à moi-même mes conseils pour pouvoir avoir un peu de nouveauté dans ma garde-robe, et pour ne pas mettre que 30% de mes vêtements. Je ne sais pas si c'est 30% pour moi, mais je pense que ça doit pas être très loin. En vrai, c'est fou de se dire qu'il y a des vêtements qu'on possède et qu'on oublie, quoi. Donc pendant plus d'un an, hop, on les met pas. Et après on dit, on n'a rien à se mettre. Bah, tu n'as pas 70% de tes vêtements qui ne sont pas mis, je ne comprends pas. Après c'est compliqué parce que aussi dans l'adolescence on fait des choix parfois qui sont pas les plus adaptés, mais bon, il faut accepter notre adolescence. Après bon, je parle là parce que j'ai 24 ans, donc j'ai encore des vêtements que j'ai achetés étant ado. Mais bon, si vous êtes adulte depuis longtemps, vous n'avez plus ce problème, vous avez de la chance. Je pense que si on nous obligeait à mettre aussi tous les vêtements qu'on possède, que ce soit une obligation, que si tu mets pas tous tes vêtements dans l'année, bah tu te fais fouetter. Un peu extrême, mais imaginons. Bah je suis sûre qu'on serait beaucoup plus créatifs avec nos tenues, avec les vêtements qu'on n'aime pas. On réussirait à trouver des moyens de faire en sorte qu'ils soient mis en valeur avec d'autres pièces, etc. Bon, après, c'est pas la passion de tout le monde, donc ce serait un peu injuste de faire une loi comme ça. Mais il y a plein de personnes qui arrivent à faire des choses incroyables avec des pièces moches. Et je me dis, alors en attendant tout ça, la petite astuce que moi j'ai trouvée pour mettre plus de vêtements en tout cas, c'est de changer parfois les pulls du dessous ou du dessus. Là c'est vraiment une astuce bien comme le monde, mais en vrai ça marche parce que c'est vrai quoi, on met ce qui est au-dessus, et c'est terrible, mais vrai. Donc je pense que c'est pour moi la meilleure chose à faire, parce qu'en fait ça répond de la meilleure des manières aux besoins d'accomplissement. Ça enlève un peu le surplus de besoins d'estime et d'appartenance, et on résout des problèmes, on est créatif, on fait quelque chose, quoi, on crée quelque chose, on crée un style à partir d'une base, quelle que soit la base, et ça donne envie. Hein. Après, encore une fois, faut avoir le temps, etc. Prendre le temps, mais on peut se dire, bah voilà, les jours où je fais pas du online shopping, je recouds mes chaussettes. Pour finir, on va rapidement parler de quels sont les bénéfices pour nous. Déjà au niveau de l'argent, se dire que la dépense en vêtements aux États-Unis dans les années 80, c'était 7% des revenus des gens, et aujourd'hui c'est 3%. Donc se dire que déjà, l'excuse de l'argent, on veut pas l'entendre. Si on arrête d'acheter et qu'on suit tous mes conseils, bah forcément on économise. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler, mais du coup c'est cool quoi. Ça a pas trop cet esprit de se priver parce que c'est dans la volonté de créer, etc. Donc c'est aussi, ça donne envie quoi. On a souvent l'impression que c'est trop cher parce qu'on est habitué à avoir beaucoup de neufs, mais qu'avant, un vêtement ça durait toute ta vie et du coup c'était pas trop cher parce que tu le gardes très longtemps, et c'est vraiment la manie de posséder du neuf qui empêche ça, mais du coup bon, un peu contré par la location, mais ce serait idéalement, le mieux ce serait de juste pas avoir cette manie du neuf du tout, ce qui est difficile dans la société de l'apparence, toujours on revient à ça, mais en tout cas c'est encore une fois pas trop une excuse pour l'argent. Et aussi se dire que si on réussit à réhabiliter nos propres vêtements qu'on ne met plus à notre goût du jour, bah c'est une économie dans le sens où on l'a pas acheté pour rien à l'époque quoi.
Ça, c'est un peu facile de dire ça, mais voilà. Donc je pense que niveau argent, bah, on y gagne. Je pense qu'on regagne aussi un peu d'énergie. Bah, c'est un peu ce que je disais, entre faire les magasins, mettre en vente, racheter, machin, c'est beaucoup d'énergie pour des choses qui sont rapidement obsolètes et qu'on a besoin de faire de nouveau, alors que si on passe plutôt côté création, ou créer des looks sans s'encombrer de nouvelles choses, c'est de l'énergie plus positive et plus qui nous recharge. Et aussi, si on évite de trop accumuler dans ses placards, ben on le sait, un espace bien rangé, sans trop de choses, c'est un espace où l'esprit est moins encombré. On a l'esprit moins encombré aussi du fait du choix. Imaginons, on a un dressing avec que des pièces adaptées, et encore mieux avec pas trop de pièces. Bah, ça sera beaucoup plus facile de savoir, ah oui, ça en fait, on saura ce qu'on a, on sait ce qui nous va, bah, dans l'idéal, tout nous va, et ce sera beaucoup moins difficile de faire des réflexions pour des tenues. Donc voilà pour le regard d'énergie. Ensuite, pour l'alignement, bah forcément, là c'est l'esprit de mon podcast, quoi, parce que bah, nos valeurs et nos actions seront plus alignées, puisqu'on agira d'une manière qui qui exploite moins de personnes et épuise moins de ressources. Puis même, je parle de ça, mais je vais pas parler des animaux aussi, hein, parce que la manière dont sont traités les animaux aussi parfois pour extraire des choses du textile, c'est pas fou. Donc ça va être difficile aussi ça. Alors, j'ai pas trop étudié la question, mais je sais pas si c'est facile ou pas de savoir, par exemple, si on achète de la laine, la transparence sur comment est extraite la laine, etc. Fou. Et l'alignement aussi pour redonner du sens à ce qu'on porte, parce que faut pas bannir la créativité sous prétexte que oui, non, mais ce qui est important, c'est le confort et la praticité, certes, mais si on peut allier ça aussi à une recherche d'esthétisme, c'est tout autant bénéfique. Et je pense très sincèrement que c'est beaucoup plus faisable, cette recherche d'esthétique dans notre propre créativité, que par le suivi de tendances qui changent tous les 4 matins. Aussi, sur la santé, et c'est également pas mal les vêtements, parce que bah, y a plein de matières en fait. La plupart des matières qui sont respectueuses de l'environnement, elles sont meilleures pour nous, par exemple le coton, pour la peau, etc. Et quelque chose que je trouve fou aussi, c'est, alors là je suis un peu matrixée par les barefoot, mais en vrai, surtout en tant que femme, les chaussures qu'on doit porter, qui sont les plus stylées, sont tellement mauvaises pour nos pieds et pour notre posture. Et je me dis, mais c'est fou de s'infliger ça pour quelque chose de subjectif comme un look, parce que je trouve ça bien aussi la créativité, parce que c'est voilà, c'est subjectif, on crée quelque chose pour nous, quelque chose qui nous plaît intrinsèquement, et de devoir abîmer sa santé pour des trends qui ne sont... Bon, après, il y a des choses qui sont un peu de tout temps, hein. Les escarpins, voilà, même dans les années 60, c'était stylé. Et j'arrive à voir pourquoi c'est stylé, et je trouve ça aussi stylé, mais je trouve ça tellement dommage de pas aller plus loin que ça, parce que pourquoi j'arrive à voir que c'est stylé, c'est aussi parce que que j'ai grandi avec des imaginaires où ça l'était, et c'est dommage, voilà. Finalement, est-ce que ce serait pas dommage d'exploiter l'environnement et de détruire notre santé pour un truc stylé? Je sais pas, à vous de me dire. Et bah après, ça c'est aussi plus global, hein, parce que bah, par exemple, les chirurgies esthétiques et tout, bah, ça aussi, ça abîme la santé, et pourquoi? Pour la société de l'apparence, encore une fois. Terrible, terrible. Et enfin, du coup, nous avons le besoin d'accomplissement qui est beaucoup plus rempli. Et on peut plus s'amuser avec les vêtements, créer, etc., plutôt que copier. Et je pense que les vrais, entre guillemets, fans de mode, ils sont beaucoup plus à l'aise là-dedans que juste copier les derniers trends, quoi. Et que ceux qui se disent avoir la flemme, bah faites-vous une capsule wardrobe. Et si vous vous dites avoir la flemme alors qu'en vrai vous aimez bien un petit peu créer, bah vous pouvez aussi créer, et même avoir une idée et dire à la couturière ou au couturier, ah bah est-ce que c'est possible de faire ça comme ça ou quoi, et puis même tester. Au pire, si vous échouez, vaut mieux échouer sur un truc et bon bah mince, s'il est gâché c'est dommage, mais de toute manière ils ont été gâchés en restant juste stockés dans l'armoire sans le mettre,
et bah sur le prochain vous réussirez. Faut pas non plus avoir peur de l'échec et dire ah non, certes un vêtement est précieux, mais il faut pas se mettre martel en tête et tenter des choses. Parce que après, si on réussit et qu'on continue sur cette voie, c'est la voie royale selon moi. Conclusion. Je pense que dans tout ça, il faut vraiment avant tout s'écouter, voilà. Je ne pouvais pas finir de manière plus bateau. Au revoir. Non, je rigole. Mais s'écouter dans le sens où il faut pas arriver à un moment où on se prive parce que on a besoin de durer. Donc il faut explorer les différentes voies, essayer de différentes choses et faire vraiment à son rythme et se dire ok, de quoi je suis capable, etc. Et même si là imaginons que vous écoutez ce podcast, bah ça peut être pendant des mois juste vous y pensez, vous voyez un Zara, vous vous dites oula, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Non mais je sais pas, mais ou ça peut être ah bah ce truc c'est vrai, en vrai c'est vrai que je pourrais acheter du fil et regarder un tuto sur YouTube pour recoudre parce que c'est un legging que j'aime bien et qui ce serait vraiment pas compliqué et ça me permettrait de pas le jeter. Vraiment juste des petits trucs, mais qui peu à peu changent un peu l'état d'esprit. Ou ça peut être juste aussi se rappeler de tiens, je ne juge pas sur l'apparence. C'est ce qui n'est pas si facile parce que c'est un automatisme. On fait ça, on dit des réflexions sur ah machin et tout. Et si on juge sur l'apparence, que ce soit plus constructif que juste ah tu es belle. Je suis un peu. Ça a duré longtemps. J'ai pas mal de choses à dire malgré ma maladie. Là je n'en puis plus. J'ai juste une envie de dormir. Ça m'a épuisée. Donc je suis loin d'être rentrée dans tous les détails pour expliquer déjà ne serait-ce que nos comportements d'achat, mais en même temps c'est aussi assez propre à chacun. Et j'espère que vous aurez quand même pu tirer des informations utiles pour vous, que ça vous aura donné des pistes de réflexion sur vos habitudes et comment être plus en accord avec ce que vous mettez sur votre dos et vos valeurs. Voilà. Du coup, les 3 petites questions que j'aurais posées à un invité mais que je me pose à moi-même puisque je suis finalement une invitée à moi toute seule. Une recommandation de livre, de film ou de podcast pour rendre désirable le passage à l'action par rapport aux vêtements. Donc je vous recommande l'épisode que j'ai mis en description sur la fast fashion du podcast Vivons heureux avant la fin du monde. Je trouve ce podcast, vraiment je trouve que c'est la définition du podcast. Moi je fais des podcasts, en vrai c'est aussi la définition du podcast, mais c'est plus discussion. Alors que là, c'est vraiment, il y a des petites insertions de différentes personnes en interview, des petits moments dans différents lieux, etc. Enfin, c'est vraiment une ambiance spéciale. Et je trouve qu'on apprend plein de choses et en fait, c'est très agréable à l'écoute. Ensuite, selon vous, la chose la plus facile à mettre en place à l'échelle individuelle et ayant le meilleur impact, ou plus du tout d'impact. Alors, ma réponse, si vous avez déjà acheté en fast fashion, utilisez sans honte vos habits. Ça c'est vrai, sauf si des allergies, parce que les matières c'est pas les meilleures. Car si vous pouvez le mettre jusqu'au bout, ça en limitera l'impact. C'est vrai. Et c'est le problème de la fast fashion, c'est là. C'est fast, c'est qu'on passe d'un à un autre plus que le tissu, même si le tissu c'est pas fou. Donc, mettez jusqu'au bout. Moi je vais mettre jusqu'au bout mon pull Zara. Et enfin, quelle est l'action vers un mode de vie durable qui a fait augmenter votre bien-être? Et ben pour moi, ça a été de me déculpabiliser en me disant que je peux pas, littéralement, pas tout faire en même temps. Mon propre épisode sur le changement m'a aidé. Et c'est pour vous, les vêtements, c'est super dur de changer vos habitudes par rapport à comment vous vous habillez ou vos habitudes d'achat. Mais c'est super facile d'arrêter de manger la viande. Bon bah, déjà, il y a encore plus d'impact pour arrêter de manger la viande, donc let's go, arrêtons de manger de la viande. Mais voilà, de me dire qu'en fait, au départ, je peux aussi choisir les actions. Alors moi, j'ai un petit peu envie de tout faire en même temps, parce qu'avec mon podcast, je parle de tout, et à chaque fois que je suis hyper emballée, je me dis, ah, tac, tac, tac. Mais il y a des choses où je mets plus d'énergie dedans, parce que c'est aussi plus facile pour moi. Par exemple, arrêter de manger de la viande. C'est difficile socialement, mais individuellement, je n'ai aucun problème à ne pas... Si j'étais toute seule, vraiment, j'aurais zéro problème à ne pas manger de viande. Et du coup, bah, je vais dans cet esprit-là parce que c'est plus facile pour moi. Et au départ, ça fait du bien aussi d'avoir des réussites et de se dire, ok, j'ai quand même réussi quelque chose d'important et qui est certes plus facile pour moi, mais pas non plus d'une facilité folle. Ça met le pied à l'étrier. Et quand par exemple, bah là, moi, dans mon mode de vie, c'est ancré que je mange plus de viande, bah ça me demandera plus d'énergie.
Là, ça m'en demande peut-être encore un peu, mais au bout d'un moment, ça m'en demandera plus. Et je pourrais m'attaquer à de plus gros morceaux pour moi, qui sont par exemple prendre des douches un peu moins chaudes. Ça va, je prends pas non plus des douches brûlantes, mais j'avoue que parfois, bon, c'est pas le pire, mais c'est quelque chose sur lequel je peux m'améliorer. Mon confort face à la chaleur. Mais voilà, donc ça m'a vraiment fait du bien de me mettre moins de pression et de me dire que en fait, je fais littéralement de mon mieux déjà et en fonction de mes moyens, et si c'est pas parfait, c'est pas parfait et peut-être que je ne le saurai jamais, mais en tout cas, je tends plus vers le fait de quand je mets en place quelque chose, ce soit pour le long terme, plutôt que de tout faire d'un coup. Bon, je me répète de mon épisode sur le changement. Voilà, j'ai résumé mon épisode sur le changement. Pas la peine d'aller l'écouter. En tout cas, voilà, si ce podcast et cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches pour leur faire bénéficier d'une vision de l'habillement assez positive, pas trop restrictive, désirable finalement, et qui permet de ne pas, outre mesure, abîmer notre belle planète sur laquelle nous vivons, mais qui n'est pas très contente et qui dit « Ah, vous me prenez toutes mes ressources !» On fait « Ah, pardon !» Et après elle dit « Ah, je vous donnerai plus de ressources quand vous en aurez vraiment besoin. » Et après on fait « Quoi ?» Et puis il y a des gens comme moi qui disent « Arrêtez, après on n'aura plus de ressources. » Bon, voilà, j'espère que... N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des réflexions qui vous sont venues par rapport à cet épisode, je serais ravie de les lire. Et je vous souhaite une bonne matinée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée.